2 morts en seulement 10 jours en région parisienne sur fond d'affrontement entre bandes rivales. Un ado de 13 ans tué au Lilas en Seine-Saint-Denis. Un jeune reste à terre. Il se plaint de multiples douleurs sur tout le corps, notamment aux jambes. Il est transporté à l'hôpital où il décède de ses blessures. Au départ, c'est donc ce que tu appelles, effectivement, un fait divers, c'est-à-dire c'est Aboubacar, je crois, le premier qui meurt, qui a 13 ans, parce que il va y avoir Kéoui, il va y avoir Richard, il va y avoir Ibrahima au fil du livre, qui est pourtant court, mais justement, ça montre quand même la densité du sujet. Il y a beaucoup de morts qui sont anonymes et on dit voilà, c'est une rivalité entre deux quartiers, deux villes qui ont un contentieux. Quand tu essaies de comprendre ce qu'est le contentieux, personne ne sait vraiment. Tu rôdes entre les Lilas, Romainville, le Pré-Saint-Gervais et Bagnolet. C'est donc dans l'Est parisien, frontière invisible qui voit les drames se succéder. Moi, ce qui me questionne le plus, c'est qu'il y a des très très jeunes en fait qui ont déjà intégré le fait qu'ils sont déjà rivaux avec le quartier d'en face. Et ça, c'est assez particulier en fait. Un rendez-vous a semble-t-il d'abord été donné sur la messagerie Snapchat pour un match de foot cet après-midi-là. Mais ensuite, impossible de savoir pourquoi une vingtaine de jeunes se sont affrontés, la bande des Lilas contre celle de Romainville. Beaucoup d'entre eux, écris-tu, ont visionné sur Snapchat la courte séquence montrant Aboubacar déchaussé et agonisant. Après sa mort, la vidéo prend une dimension encore plus traumatisante. Je pense qu'aujourd'hui, médiatiquement, on a les réseaux, on relaye plus vite. Il y a Snapchat, il y a Instagram, donc c'est filmé, donc on voit la violence. Mais dans les années 90, il y avait des batailles rangées. C'était d'une violence inouïe. L'an dernier, plus de 200 affrontements ont éclaté. Pourquoi ces jeunes se battent-ils à mort ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux ? Est-il possible d'empêcher ces affrontements ? Vraiment, ce côté, c'était mieux avant, les jeunes étaient mieux avant et tout, moi j'y crois pas du tout. Je crois juste qu'il y a des outils aujourd'hui qui font que les bagarres vont plus vite. À l'époque, c'est plutôt la rumeur, il y a beaucoup de choses, il y a une temporalité qui est différente. Tu vois, t'es petit, t'as mis un message sur Snapchat à 15h30 et que le rendez-vous il est fixé à 17h, faut l'assumer ce message-là, parce que c'est toi qui as parlé, c'est ton nom, on sait que c'est toi. Et ça, c'est compliqué. Il y a toujours cette expression que tu connais bien et qu'on avait entendu en 2005, c'est mort pour rien. C'est-à-dire, en fait, ce côté vain et de dire, en fait, la bagarre ne reposait sur rien, ils sont morts pour rien et donc c'est des riens quelque part. Et en fait, le lendemain, c'est comme si c'était rien passé et on a l'impression qu'on n'a rien, que rien n'avance. Amis du café, ici le taulier, ami de la police. Bonjour à tous, comment allez-vous les uns, les unes, les autres ? Est-ce qu'il y en a qui manifestent aujourd'hui ou pas ? Pas de chat. Ouais. Chatbox, boum, voilà, merci Uriel qui voit tout, toujours, voilà. L'invité, il est là, il est chez lui. Il a eu une bonne idée, c'est que il a préparé du café et il risque d'en avoir besoin, le malheureux. Il sait pas où il a foutu les pieds. Je suis très heureux de mettre enfin un visage sur ce nom qui je peux dire, me fait un peu rêver quand je le lisais dans Libération. 1, pour le fond, et 2, je suis désolé Ramsès, on doit te le dire tout le temps, mais enfin, quel prénom. Il n'y a pas de mérite pour moi. Merci beaucoup, David. Si je pouvais rougir, je rougirais, mais j'arrive pas trop. Mais non, c'est ma mère le mérite revient à ma mère. Moi, j'ai rien fait. Je suis juste arrivé, quoi. Et j'ai pris le nom, quoi. Tu vois, j'ai volé le nom, quoi. T'as volé le nom. On est d'accord, de toute façon, on doit tout au maire. C'est un peu ça. C'est un peu la base, quoi. C'est un peu ça. Je crois que c'est. Mais merci beaucoup, merci pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir. Merci pour l'intérêt, merci pour l'accueil, merci pour tout. Je t'en prie. Tu as été repéré par nos services à l'époque du Bondi Blog. Tu as gravi tous les échelons de la presse parisienne qui fut à gauche. Bon, alors il y a Bondi Blog, il y a Libération, et puis maintenant il y a la revue 21. Tu as juste avant gravé tous les échelons de chez McDonald's, puisque tu me disais hors antenne, tu as bossé 6 ans chez McDo, et aujourd'hui tu viens pour un bouquin sur les rixes en banlieue, petit bouquin très court, incisif
et surtout littéraire pour une nouvelle collection de livres dont on va parler de la revue 21. Ça s'appelle 21 bis. Ce sont des tout petits des ouvrages de poche, on va dire, où vous essayez de renouer avec la tradition littéraire. C'est bien ça? Le journalisme littéraire. Ouais, je crois qu'il y a de ça. Après, moi, je pense que je suis le bouquin qui s'y prête peut-être le moins à cause par rapport au sujet. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire, je veux pas dire de la littérature entre guillemets avec ce bouquin, mais en tout cas, on essaie de coller à la gravité du sujet. Et c'est Bien vrai sûr. que à un moment, on essaye aussi d'être beaucoup plus sobre. Et d'être beaucoup plus pudique. Mais il y a cette envie dans cette collection, en tout cas, de 4 livres, de renouer avec quelque chose de plus, de plus travaillé, notamment sur les personnages, notamment sur les lieux. Donc c'est l'idée que les longs récits qu'on lit parfois, que ce soit dans 21 ou ailleurs dans la presse, méritent peut-être un peu plus sur le travail, notamment des personnages, notamment. Et donc là, c'est des reportages de 70 000 signes, ce qui laisse le temps de poser des situations, de personnages, de poser des problématiques, d'emmener le lecteur aussi dans les lieux parce que c'est très important. Et en même temps, ça se lit. Enfin, si toi tu l'as lu et tu vois que ça se lit très vite, ça se met dans la poche et ça se lit assez vite. Donc, je pense que c'est aussi l'idée de ramener des lecteurs à ce genre de format qui peuvent faire peur. Parce que c'est vrai que tout le monde ne lit plus des longs reportages et tout. Et là, en fait, on a essayé aussi de créer quelque chose avec le format, une envie de lire sur la forme. Et sur le fond, l'idée, c'est de se dire que on arrive à se poser un peu tranquille et à essayer de comprendre quelque chose, une situation. Là, en l'occurrence, c'est des faits divers un peu particuliers. Mais pour les autres bouquins, c'est des histoires de moustiques qui racontent un peu la classe moyenne. Tu vas voir des chiens qui réparent des soldats. Donc c'est un peu ça l'idée principale. Juste pour que chacun se fasse une idée, là je mets mon téléphone à côté, vous voyez le format du livre, il est petit quoi. Hein, c'est un petit livre, c'est un petit livre de poche. Alors ouais. Alors 21, alors donc ils ont pris une agence de com ou je sais pas quoi parce que alors voilà, alors un reportage à dévorer comme un roman, shoot de réel, un grand entretien pour faire un pas de côté, ça c'est à la fin du bouquin. Alors ça c'est pour toi, à dévorer comme des romans, etc. Je sais plus ce qu'il raconte. Bon voilà. En tout cas, les 4 bouquins ils sont là. Le tien, dont on va beaucoup parler, c'est la question des rixes dans les quartiers et notamment juste à la lisière du périphérique parisien, c'est-à-dire pas très très loin. Voilà. La part du chien, mais qui a piqué Valérie. Et c'est pas mort. Voilà. C'est les quatre premiers bouquins. Je sais plus. Il y avait un autre truc qui m'avait fait marrer, mais je sais plus où c'est. Ouais, je crois que c'était shoot de réel. Des reportages et enquêtes à dévorer comme des romans. Bon bref, voilà, il faut lancer la collecte quoi. Voilà. Et donc toi c'est la première question très importante parce que moi je pense que c'est lié évidemment avec ce que je te disais tout à l'heure. J'ai rappelé que tu avais travaillé au McDonald's et il y a une question qui t'est posée. Je voudrais la retrouver. Est-ce que tu étais équipier, swing, manager, store manager? J'ai franchi tous les échelons en fait jusqu'à ce que je reste. Enfin, à un moment j'étais à la fac, donc j'ai été swing manager, ce qu'ils appelaient ça swing manager, c'était un peu assistant manager. Et puis après je suis devenu manager parce qu'en fait je bossais à plein temps là-bas. Du coup je me suis retrouvé. En fait je voulais pas. Je gravissais les échelons à mesure que je gravissais les échelons à la fac. Et en fait à un moment donné, j'avais pas trouvé de boulot, donc j'y étais. Je me suis dit bon, le McDo c'est un peu un loft, un peu. C'est-à-dire que t'es toujours en vase clos et tout, donc déjà ça c'est quelque chose qui te met un peu dans une ambiance particulière. Je conseillerais pas à tous les étudiants d'aller bosser au McDo s'ils ont envie de réussir à l'école. C'est peut-être pas le meilleur boulot étudiant. En tout cas, moi, à mon époque, ça m'a un peu coupé de l'école, pour être très franc. Et puis après, en fait, quand j'arrive en maîtrise, j'essaie de trouver un boulot et tout. Ça fonctionne pas trop. Moi, j'ai fait de l'histoire, de la géo. Donc, si on n'est pas prof, c'est un peu compliqué.
Et en fait, le truc, c'est que je suis resté manager parce que je m'entendais bien avec l'équipe. C'était des gens que je connaissais. Pour certains, j'ai grandi avec eux. Donc, en fait, on est resté un peu. Il y avait un côté un peu humain de bosser un peu en équipe. On rigolait pas mal. Et voilà quoi. C'était plus pour l'équipe que pour le McDo. Hein. Mais voilà. On se doute quand on te lit que t'es pas trop McDo quoi. Non, c'était vraiment l'équipe et c'était le côté, voilà, moi j'avais un directeur extraordinaire, hein. Franchement, c'était ce que j'appellerais un grand de chez moi, comme un grand frère pour moi. Et c'est vrai que j'étais très heureux de travailler avec lui parce c'est humainement qu'il m'a marqué, voilà. Je lui dois encore des choses, hein, même en journalisme. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Il était directeur chez McDo, mais il m'a insufflé des valeurs, une confiance aussi, une humilité aussi qui me sert aujourd'hui. Hein. L'écoute des gens, il y avait un vrai côté, voilà, c'était Fabrice le grand frère, voilà, il s'appelait Fabrice, et c'était pas Pascal le grand frère, mais c'était Fabrice le grand frère un peu, voilà. Et donc ça me sert encore aujourd'hui. Intéressant. T'as écrit là-dessus ou pas? Sur McDo? Non, rarement. En fait, j'avais écrit non, je crois, ouais, une fois peut-être à rue 89 à l'époque, où j'avais travaillé pendant longtemps, pendant 5 ans même. Bien sûr, j'ai complètement oublié. Ah bah oui, c'est bien ça. Bondy Blog, rue 89, Libé. Le mec qui part de Libé, et là il boit du café, bravo, pour aller à 21. Ouais. C'est classe quand même. C'est bien. Ouais, ça fait, en tout cas, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir que, en fait, je m'essaye à beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'IB, c'est un autre monde, et 21, c'est un autre univers aussi. Et voilà, on essaye de progresser dans tout. Et 21, c'était l'occasion, voilà, de toucher à ces petits formats qui sont un peu des longs formats, mais en tout cas, de pouvoir écrire ça, d'avoir peut-être un peu plus de comment dire ça, de place pour écrire tout simplement, tu vois. Écrire un long format, c'est pas comme écrire des papiers au quotidien et tout. C'est un petit peu l'embourgeoisement. Libé, c'est McDo, et 21, c'est le restaurant une étoile, quoi. On est un peu plus tranquille, il y a pas moins de monde en cuisine, quoi. Hein? Non, franchement, je retrouve beaucoup de choses de Libé chez 21, en fait. Aussi, ouais. Et il faut savoir que la rédactrice en chef de 21 était une des personnes qui m'a beaucoup aidé à rue 89. Elle travaillait à rue 89, et c'est une personne qui m'avait aussi, quand moi je n'y connaissais pas grand chose, c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui m'ont pris sous son aile. Donc il y a aussi ce rapport affectif. Sentier Battant nous donne, que je salue dans le chat, c'est bien cet article Ramsès, visiblement, rue 89, nos vies connectées, jeune diplômé galérien, putain pourtant t'avais été 18 en latin, c'est ça? Voilà, exactement. J'avais écrit ce papier qui était un truc un peu, voilà, léger, on va dire drôle, un peu, voilà, comme on aime faire. Moi, je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup rigoler. J'aime bien l'autodérision et tout. Et c'est vrai que j'avais écrit cet article parce que à l'époque, je sais plus c'était dans quel contexte, mais je racontais un peu comment les gens disaient, comment ce gars qui était plutôt un gars, moi j'étais tranquille, discret et tout. J'allais à l'école, j'avais mes cours et tout. Et à la fin, tu tombes sur des gars qui étaient à l'école avec toi. Ils te disent, mais pourquoi t'as été à la fac en fait? Il te commande un menu, il te dit mais pourquoi t'as été à la fac? Il dit t'es sérieux? Mais il dit c'est tout ça pour ça en fait. Et en fait moi ça me faisait rire, hein. ça me touchait pas. C'est vrai? Ouais, moi ça me faisait rire parce que je trouvais que voilà. Après c'était un peu le regard, enfin c'était un peu un truc pour raconter un peu le regard des autres. Ce que ça peut te faire peser aussi. Parce que c'est vrai que c'est à un moment tout le monde te le dit, mais pourquoi t'es allé à la fac en fait? T'es là, t'es au McDo, et tu vois, je me trimballais avec ma petite cravate de manager et tout, mais les gens ils se moquaient de moi, ils me disaient mais ça touche combien un manager? 1431 €. Ils disaient t'es sérieux, je touche le double. Et tu sais, les mecs ils faisaient des tafs, ils disaient je travaille dans un bureau, j'ai même pas le bac. Tu sais, t'es là, mais moi ça me faisait rire. Le regard des autres, combien il pèse sur la vie de chacun, c'est un peu aussi le sens du livre. À la base, c'était l'huile gentille, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de commencer par te faire parler du McDo, parce que on sent en te lisant qu'il y a un peu plus que ce que tu racontes en fait dans ce livre. Je fais le petit résumé, si tu veux bien. Aboubacar a été tué, il avait 13 ans, pour la toute nouvelle collection de livres de poche 21 bis, lancée par la revue 21. Tu rôdes entre les Lilas, Romainville, le Pré Saint-Gervais et Bagnolet.
C'est donc dans l'Est parisien, frontière invisible qui voit les drames se succéder. Un entre-deux où se côtoient des jeunes cadres parisiens et des petites mains du Covid. Une école surdéfoncée, un comico en soins palliatifs, des mères en alerte et des ados en perdition. Et vous ajoutez comme si les leçons de 2005 n'avaient jamais été tirées. Et c'est ce qui a évidemment attiré tout de suite mon regard. Dès lors qu'on évoque 2005, je rapplique, ça m'intéresse. Voilà grosso modo le pitch du bouquin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que ton éditeur t'avait empêché de mettre en 4e de couverture pour vendre la sauce? Non. Oui, je prends sauce frite, oui. Je la prends, ouais. Bon. Pardon. Non. non, franchement, après, si ça avait été moi, franchement, une pensée vraiment profonde pour les gens qui restent, parce que qui survivent à ces drames, les familles, les amis. En fait, j'avais pas mesuré ça, en fait. C'est-à-dire que quand la première fois que je suis allé sur le fait divers à Boubacar, donc je me suis un peu replongé sur mes notes de l'époque en 2018 où j'avais été dépêché là-bas. Et en fait, on y va. Tu connais ça mieux que moi. On y va et on se dit, bah voilà, t'es un peu en mission, il se passe quelque chose et tout, etc. Tu dois travailler et tout, et tu passes toi, c'était peut-être moins ton cas, mais moi, je suis passé à autre chose, même si l'histoire elle reste. Et en me replongeant là-dedans, je me suis rendu compte à quel point c'était la douleur, en fait, ce que ça laissait. Parce que l'histoire de ce bouquin, c'était vraiment qu'est-ce qui reste. C'était pas tant l'idée de dire aux gens, est-ce que vous êtes encore triste et tout, mais c'est de dire, bah, t'arrives 3 ans ou 2 ans après ou 3 ans après, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste, en fait? Et la vérité, c'est que, bah, il y a des gens qui se mobilisent, mais il y a aussi beaucoup de débris, il y a aussi ça laisse énormément de gens complètement brisés. Et ça fait mal, vraiment. En fait, humainement, je suis allé sur des sujets durs et tout, mais franchement, là, moi, ça m'a pris peut-être, j'ai un peu travaillé par bribes sur ce récit, puis après, j'y suis reparti pendant 3 semaines pleines, mais j'étais un peu en contact avec des gens à droite, à gauche et tout, et je me suis rendu compte à quel point c'était dur, et en fait, comment dire, c'est prenant, en fait, vraiment. Pourtant, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur les choses, mais quand tu vois des gamins qui ont connu ça, qui ont peut-être connu 2-3 copains qui sont partis, je parle juste aujourd'hui, c'est pas des gamins, c'est des jeunes adultes, mais qui se sont construits comme ça, tu te dis, ouais, c'est compliqué quand même, franchement. Et quand tu connais aussi l'histoire des parents, j'en parle pas beaucoup, mais les parents sont détruits, il y a des gens, bah, limite, les gens te disent, surtout, va pas les voir. On te conseille de dire reste un peu loin. Pour une famille, c'est les avocats qui disent franchement ils sont pas prêts, et tu le comprends, en fait. Au départ tu te dis c'est normal, et après tu te dis tu comprends vraiment, tu te dis c'est hyper dur, tu vois. Donc j'aurais rajouté que ces gamins reposent en paix, en fait. Voilà, j'aurais peut-être rajouté ça, mais on peut pas. Donc au départ, c'est donc ce que tu appelles, bah oui, effectivement, un fait divers, c'est-à-dire, c'est Aboubacar, je crois, le premier qui meurt, qui est présent, parce que il va y avoir Kéoui, il va y avoir Richard, il va y avoir Ibrahima au fil du livre, qui est pourtant court, mais justement, ça montre quand même la densité du sujet. Qu'est-ce qui se passe, en fait, avec Aboubacar en 2016, si mes souvenirs sont bons? Comment il tombe? Quelle est la situation dans laquelle il va périr? C'est 2018. 2018, pardon. 2018, ouais. En fait, le truc, c'est que au fond, si tu veux mon sentiment profond, c'est que c'est pas la bagarre la plus sanglante de l'histoire d'Erix. Honnêtement, c'est une bagarre. Pour le coup, c'est une vraie bagarre. Enfin, c'est triste, mais quand tu reconstitues la bagarre, c'est pas la plus violente de toutes. Mais il se trouve qu'Aboubacar avait des problèmes cardiaques, et en fait, il prend des coups. Mais il va décéder d'un œdème pulmonaire et d'un problème respiratoire le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est transporté à l'hôpital, il est vivant. À l'hôpital, logiquement, il est censé s'en sortir, et en fait, il tombe très vite. Il meurt de manière très subite. Mais la bagarre, c'est en fait c'est des alliances entre. En fait, c'est 4 villes qui sont aux portes de Paris, Romainville, les Lilas,
Bagnolet et le Pré Saint-Gervais. Et en fait, en fonction de leur solidarité, en fait, il y a des gamins qui ont habité il y a des gamins qui ont des copains dans une ville, qui vont à l'école avec d'autres gamins dans une autre ville, qui vont en vacances avec la maison du quartier ou en colonie de vacances avec d'autres villes. Et donc, en fait, ils font des alliances. Tout ça sur fond de rivalité territoriale. Et lui, en fait, il s'est retrouvé dans un truc complètement... il y a plein de nœuds, mais il s'est... Comment dire ? Il s'est rapproché de copains de 2-3 villes et ils ont fait une descente. Sauf que la descente a mal tourné, il s'est retrouvé sur le carreau et voilà. C'est comme ça que... Puis à l'époque, je me rappelle que ça a été le point de départ, c'était que sur Twitter, il y avait une sorte de... Sur les réseaux, ça avait un peu pété, il y avait des rumeurs un peu partout et tout, etc. Et c'était un gars du coin que je connaissais par un copain, qui m'avait appelé et qui connaissait un peu la situation et qui m'avait un peu éclairé là-dessus, ouais, je me rappelle. Et il avait pris au moins 2 heures pour tout me raconter du début à la fin. Et il m'a dit surtout, dites pas qu'il est mort sous les coups parce que c'est faux. En fait, il faut être précis dans les faits. Voilà. Donc, tu veux dire qu'il est mort suite au coup, et à ses insuffisances cardiaques, en fait. Et donc voilà, ouais, c'était de dire que voilà, il n'était pas mort d'un coup de couteau. Voilà, c'était juste pour démonter la rumeur. Il n'est pas mort d'un coup de couteau. Je crois qu'il y avait eu des rumeurs de sais pas quoi, de fusillade ou quoi. En fait, voilà, il était décédé comme ça. Ça rend pas l'histoire moins ou plus triste, mais c'était voilà, factuellement, il est mort comme ça. Quelle est ta définition des rixes ? Puisque tu as dit que c'était pas vraiment une rixe, c'est quoi ? Parce que la police en a une, la justice une autre, les familles évidemment. Comment tu définirais les rixes ? Bah à l'époque, moi je pense qu'à l'époque on avait une je pense que d'un point de vue quartier populaire, d'un point de vue peut-être citoyen, tu dirais 2 bandes qui s'affrontent et 2 bandes, tu mets ce que tu veux, est-ce que c'est à 3, est-ce que c'est à 4, mais à partir du moment où tu as 2 groupes qui s'affrontent avec un fond de rivalité territoriale notamment, sur une idée de revendiquer un territoire, là on commence à rentrer dans ce que moi j'appellerais en tout cas une rixe. Après la définition est super mouvante, la police de mémoire c'est à partir de 3 personnes il y a une bande, donc ça veut dire qu'à 3 contre 3 c'est une rixe. Si tu vas dans la rue, les gens vont dire à 3 contre 3, ça peut être une bagarre d'ado, une bagarre comme il y a eu au lycée, comme il peut y avoir au lycée, au collège, 3 potes qui se bagarrent avec 2 ou 3 potes. Bon, ça fait pas une rixe. Mais je pense que le fond de rivalité territoriale, il détermine aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que des gamins sont, biberonnés parfois à des rivalités territoriales qui ont pas vraiment de qu'ils n'arrivent pas à remonter. C'est un peu cliché de le dire, parce qu'on le dit à chaque coup. Il y a beaucoup de morts qui sont anonymes et on dit voilà, c'est une rivalité entre 2 quartiers, 2 villes qui ont un contentieux. Quand tu essaies de comprendre ce qu'est le contentieux, personne sait vraiment. T'as des gens qui te parlent d'une casquette, d'autres ils vont te dire mais il a volé une bécane. Enfin, en 90, il y avait un blouson chevignon. Ah, mais il y avait une descente dans le RER. Et partant de là, personne sait ce qui se passe. Sauf que les gens intègrent ça. Parfois, c'est générationnel en fait. T'as un grand frère qui s'est bagarré, et il a transmis ça. Et en fait, les gamins grandissent avec ça. Mais moi, ce qui me questionne le plus, c'est qu'il y a des très très jeunes en fait qui ont déjà intégré le fait qu'ils sont déjà rivaux avec un quartier rival. Et ça, qui sont déjà rivaux avec le quartier d'en face. Et ça, c'est assez particulier en fait. Le dire, en fait, ça paraît bête, mais en fait, se dire déjà à 9-10 ans que en face, ça peut être chaud, c'est compliqué quand même. Bien sûr, mais cette question de rapport au territoire dont on va parler, parce qu'évidemment, à travers ces rixes, c'est toute une vie que tu dépeins. On va parler des professeurs, on va parler de la Seine-Saint-Denis, etc. Mais cette défense du territoire, elle est liée à des intérêts économiques, on va dire, à des intérêts historiques, à des intérêts où c'est simplement une espèce de capture du drapeau, comme dans un jeu vidéo, et puis ça s'arrête là. Je dis pas qu'ils sont dans un jeu vidéo, je dis pas ça du tout, mais qu'il n'y a pas d'autre finalité que de dire voilà, ce quartier c'est chez nous, et puis basta. En fait, je pense que d'un territoire à l'autre, il se passe des choses en fonction de l'âge aussi. Ça veut dire qu'arriver un peu peut-être plus tard dans l'adolescence, il peut y avoir des intérêts économiques. Là, en l'occurrence, ce qui est encore plus frappant, c'est le côté en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, les gens que j'ai questionnés, interrogés de bas en haut, il n'y a pas d'intérêt économique en fait. Vraiment, il y a un côté hyper
je vais dire un truc qui est peut-être un peu fort, mais il y a un côté poissard dans cette histoire, sur ce territoire. Ça veut dire qu'ils ont des bagarres qu'on voit un peu partout, et je dis pas que c'est bien, je dis juste que, en fait, ils perdent trois gamins, et en fait, tu te dis que ces bagarres, elles sont toujours arrivées. Moi, j'étais au collège, au lycée, je dis pas que c'est bien, je dis pas que, loin de là, mais je dis juste que, waouh, on se dit, et je crois que ces gamins se le disent aujourd'hui, en tout cas les gens qui ont été leurs copains, leurs potes, ils se disent, mais moi aussi, en fait, j'aurais pu mourir. Ce qui est fou, c'est que la bagarre d'Aboubacar, c'est pas un truc hyper violent. Il y a vraiment eu plus violent. Et je pense qu'aujourd'hui, médiatiquement, on a les réseaux, on relaye plus vite. Il y a Snapchat, il y a Instagram, donc c'est filmé, donc on voit la violence. Mais dans les années 90, il y avait des batailles rangées. C'était d'une violence inouïe. Et parfois, je crois qu'il y avait des morts, ça c'est sûr. Mais on n'entendait pas parler. Mais il y a eu des moments où en fait les gens s'en sont sortis avec des bleus, des cocards, un petit coup de couteau ici. C'est gravissime. Mais eux, 3, c'est quand même une série qui est incroyable au vu de, comment dire, c'est pas les plus grands méchants. Voilà. C'est peut-être con de le dire comme ça servira peut-être à rien, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces bagarres-là, c'est pas les plus grands méchants en fait. Donc il y a presque un côté... c'est pour ça que je parle d'anomalie. À un moment, il y a un truc sur ce territoire où on se dit, mais ces gamins-là, pas tous, il y a peut-être toujours des bagarreurs, des gamins violents, mais il y a quand même quelque chose où moi j'ai vu des potes d'un des gamins qui est décédé et qui était dans ces histoires-là. Je les ai vus après l'impression du livre, donc du coup ils voulaient peut-être pas me parler avant. Ouais. Et puis un jour ils m'ont appelé et tout, et moi je les ai vus droit dans les yeux. Bon, ils ont grandi, ils ont mûri, mais on le voit, c'est pas des. Je me dis mais. Même leur éducateur me dit, mais en fait, moi, je suis arrivé, le gars habite dans le 92, il me dit, je suis arrivé là, je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas y avoir de rixe ici. Vous vous battez pour quoi faire, en fait? C'est quoi votre problème? Et donc, voilà. Ouais. Spi te dit dans le chat, enfin, suggère, ce sont des égos, de la fierté qui s'affrontent sous fond de misère sociale. Ouais, t'as aussi la réputation. Moi, je crois vraiment à l'idée que, et je dis pas que c'était mieux avant, donc justement dans le bouquin je le dis que vraiment ce côté c'était mieux avant, les jeunes étaient mieux avant et tout, moi j'y crois pas du tout. Je crois juste qu'il y a des outils aujourd'hui qui font que les bagarres vont plus vite. Et franchement, quand vous écrivez un message sur Snapchat, faut l'assumer. À l'époque, c'est plutôt la rumeur. Il y a beaucoup de choses, il y a une temporalité qui est différente. Là aujourd'hui, en fait, faut assumer. Si à 15h30 vous avez mis un message, tu vois, t'es petit, t'as mis un message sur Snapchat à 15h30 et que le rendez-vous il est fixé à 17h, faut l'assumer ce message-là parce que c'est toi qui as parlé, c'est ton nom, on sait que c'est toi. Et ça, c'est compliqué. Après, il y a toujours ce côté, t'as envie de t'affirmer. Il y a des gens qui sont en misère sociale, mais il y en a d'autres qui sont pas du tout en misère sociale. Moi, j'ai vu des éducs qui m'ont dit, il y a des gamins, franchement, c'est pas des mauvais élèves. Il y a une sorte de mélange où moi, je sais que les petits du Pré-Saint-Gervais, par exemple, je dis les petits, mais en fait, je parle un peu. Aujourd'hui, c'est des jeunes adultes, en fait. Hein. Ils ont grandi, ils ont 4 ans de plus. Et en fait, se replonger en 2000. Voilà, c'est ça. Ils sont plus grands et plus costauds que moi, peut-être. Et donc, petit, c'est peut-être moi le petit. Mais dans le sens, voilà. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un ou deux meneurs à chaque fois. Et puis après, le reste, t'as une masse hétérogène de gens qui viennent pour des raisons X ou Y. Voilà. Moi, je sais qu'à mon époque, il y a des gens qui montaient sur des descentes pour rigoler. Hein. Honnêtement. Hein. Et honnêtement, il n'y avait même pas l'idée que ça pouvait finir en drame ou pas. C'était les gens se disaient on va rigoler. Et en fait, tu te dis et quand t'avais les récits, bon, il y avait pas eu de mort, il y a eu parfois des blessés. Mais aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que ces gens-là que moi peut-être j'ai côtoyé, j'ai connu, c'est une époque que j'ai connue. Les gens en rigolent aujourd'hui en disant tu te souviens quand tu vois on s'est fait courser par une ceinture et en fait eux ils peuvent pas en rigoler de ça parce qu'en fait il y a des morts. Et les anciens, entre guillemets, de là-bas le savent très bien. Ça veut dire qu'il y en a qui se sont bagarrés, mais il n'y a jamais eu de mort entre eux. Et là, ils se rendent compte que l'héritage qu'ils ont légué, entre guillemets, c'est un héritage très sanglant. Parce qu'après, il faut reconstruire derrière. Le livre est donc édité par la revue 21. Donc il y a dans la collection des mises en exergue, il y a un côté visuel, graphique. Et notamment, évidemment, sur des belles phrases. Alors voilà, ça, c'est du Ramsès tout craché. Eux aussi se sont fracassés contre des ennemis qui leur ressemblaient, comme s'ils haïssaient leur propre reflet dans le miroir. C'est juste pour donner un aperçu à ceux qui nous écoutent et qui
qui discutent beaucoup dans le chat. Je vais remonter plein de questions dans tout à l'heure autour de ton travail et autour de ce que tu as vu. Mais voilà ce qu'on appelle le journalisme littéraire, quoi. On n'est pas chez les cons, quoi. On est chez Revue 21. Non, en fait, cette phrase, c'est même pas. En fait, le truc, c'est que vraiment cette phrase, c'était, tu sais, je savais pas comment dire que tous ces mecs-là se ressemblent. C'est-à-dire, que c'est les mêmes. Ils s'habillent pareil, ils parlent pareil. D'un point de vue argot, c'est la même chose. En fait, ils ont il y a un quartier des Lilas qui est entre guillemets en contentieux avec un quartier de Romainville. C'est le trottoir d'à côté, en fait. Donc au bout d'un moment, tu te dis bon, c'est à peu près les mêmes, c'est les mêmes fenêtres, c'est les mêmes bâtiments. Bon, c'est pas le même code postal, mais là tu te dis quand même, il y a des rixes qui sont de ville contre ville, donc il y a un petit voyage à faire. Mais là, c'est plus un voyage, c'est du voisinage. Donc là, tu te dis c'est vraiment les mêmes, quoi. Et ils sont conscients, hein, quand ils grandissent et tout, ils en sont conscients. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est quand ils grandissent et qu'ils se rendent compte que qui était une sorte de, je vais pas dire de jeu, mais un truc sur Snapchat de provocation. Et je peux comprendre, je pense que beaucoup de gens qui ont été gamins, ados, au collège, au lycée, ont parfois eu ce genre de comportement. Mais ça, aujourd'hui peut-être qu'ils en rigolent ou peut-être qu'ils ont même oublié. Mais eux, le problème, c'est que c'est marqué à vie. En fait, il y a eu des discussions sur Snapchat aujourd'hui qui sont probablement à l'origine ou en tout cas qui ont contribué à au déferlement de violence, à des descentes et à des descentes qui ont donné lieu à des morts. Page 9, tu écris « Les adolescents, eux, restent quasi muets lorsqu'on les aborde, même des semaines plus tard. Leur sensibilité est heurtée par un temps indéterminé. Beaucoup d'entre eux, écris-tu, ont visionné sur Snapchat la courte séquence montrant Aboubacar déchaussé et agonisant. Après sa mort, la vidéo prend une dimension encore plus traumatisante. Tu as beaucoup parlé de Snapchat, c'est d'ailleurs le titre que j'ai repris, qui est dans l'angle du livre. Quelle est la portée exacte des réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut vraiment la déterminer ? Est-ce qu'on la surjoue ? Est-ce qu'on la sous-joue ? C'est quoi, d'après toi ? Moi, je pense que c'est surtout dans la temporalité que ça se joue. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont sur ces questions de violence, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de théories. Je les respecte toutes. Moi, la mienne, c'est que les réseaux sociaux ont rendu ces rixes beaucoup plus rapides. Enfin, c'est beaucoup plus simple d'organiser une rixe et beaucoup plus rapide. Donc, ça pose problème. Ça veut dire que le temps d'intervention de gens qui pourraient raisonner des petits, qui pourraient calmer l'histoire, en fait, il s'est restreint parce que avec les réseaux sociaux, ça va trop vite. Il y a des messages qui restent. Là, il y a une vidéo. Moi, j'ai pas mis, par pudeur, honnêtement, j'ai pas mis tous les détails. J'ai gardé sur ces histoires-là, j'ai mis les 3 parce que c'était pas un portrait de ces gamins. C'était pas. En fait, l'idée c'était de récupérer moi ce que j'avais pu faire dans mon travail, notamment sur le début avec Aboubacar. Mais tu vois la présence de Snapchat parce qu'en fait, tous les gamins qui t'en parlent un peu te le disent. Les grands entre guillemets qui captent pas trop Snapchat ou maintenant qu'ils le captent un peu mieux, mais qui comprennent un peu mieux Snapchat, te disent que en fait ça se joue là-dessus. Mais moi, ce que j'en ai tiré, j'avais travaillé sur 2 autres histoires de rixes un peu ailleurs, c'est que ça va beaucoup trop vite. Ça veut dire que t'es à l'école, t'as ton portable, tac tac, ça s'engraine. Et en fait, à la sonnerie, la rixe, elle est déjà organisée. Ils sont déjà partis pour aller se bagarrer. Et ça a changé les choses. Ça les rend pas plus violents, mais ça laisse moins de temps à l'adrénaline de redescendre. Ça veut dire que franchement, il y a une accélération. Ouais, ça va vite. C'est comme le foot, ça va beaucoup plus vite. En vrai, ça va beaucoup plus vite. Et ça, je pense que ça crée une obligation pour les grands ou pour l'école ou pour, en tout cas, d'arriver à comprendre ce qui se joue là-dessus. En fait, ça nous oblige parce que diaboliser Snapchat et tout, ça sert à rien. De toute façon, il y aura d'autres réseaux qui vont arriver. Bien sûr. Ça sert à rien, en fait. Ils y seront toujours. Et en fait, les petits auront un autre réseau social et tout. Mais en fait, ça pousse les anciens, les grands à essayer de comprendre ce qui se passe sur les réseaux, l'école à comprendre ce qui se passe sur les réseaux. Mais voilà, pour moi, c'est l'accélération. En vrai, franchement. Tu parles de l'école, tu parles des gens qui pourraient recadrer, et il y a le portrait, je trouve saisissant dans le livre d'un dénommé Fabien, qui est un professeur et qui, le lendemain de la mort d'Aboubacar, est groggy. Il ne sait pas comment parler à sa classe,
que raconter aux amis d'Aboubacar. Tu le cites. À 8 heures tapantes, je devais être accompagné par ma hiérarchie, dit ce professeur, et des psys. Mais je me suis retrouvé seul pendant 10 minutes. Des gamins crient, pleurent, écris-tu, tapent contre les murs. Fabien se sent menotté par l'impuissance. Et plus loin, tu le cites à nouveau. Et toute l'année, j'ai senti que certains m'en voulaient pour ce jour-là, comme si je provoquais chez eux une forme de répulsion, et j'étais probablement celui qui n'avait pas su faire. Ouais, en fait, ce professeur, il est revenu 3 ans plus tard, et c'est lui qui m'a, entre guillemets, convaincu de me lancer dans ce récit, parce que moi, à la base, sans mauvais jeu de mots avec le titre, j'étais plutôt, j'avais un peu, je vais pas dire laisser tomber, parce que j'avais encore des échos, je discutais avec les gens, je prenais des cafés, mais j'étais pas parti là-dessus, pardon. Et lui, il est venu, il m'a dit, voilà, dans l'IB, vous aviez fait ça. Moi, j'avais écrit un papier à l'époque d'Aboubacar, j'avais été envoyé là-bas et j'avais bossé un peu là-dessus. Et il m'a dit, voilà, moi, je voudrais raconter mon histoire. Et il m'a raconté pendant 1h30 son histoire, et il me dit, voilà, je suis le premier prof je suis arrivé sur les lieux, et en fait, lui, ces 10 minutes-là, ça a changé, en gros, ça a changé sa vie, en tout cas, sa façon de voir de ce qu'il en dit, sa façon de voir l'école. C'est-à-dire qu'il me dit 10 minutes, c'est une éternité. En fait, en gros, il me dit, j'ai testé ce que c'était l'éternité et l'enfer. Ça veut dire que t'es face à des gamins, t'es inexpérimenté, tu sais pas trop quoi dire, ils sont en train de pleurer. Lui, il habite dans le coin, mais il peut pas mesurer ce qui se passe. Et puis, il est dans un moment c'est lundi matin, quoi. Ça veut dire que t'as des gamins qui pleurent et il se sent impuissant et seul, surtout. C'est la solitude. Donc, l'éducation nationale lui répond indirectement dans un chapitre, parce que je les ai appelés et tout. Mais ils me disent que voilà, il y a aussi une situation exceptionnelle qui fait que eux, ils peuvent dépêcher des moyens, mais à l'instant T, ils me disent, voilà, on est désolé, mais en fait, on sait pas trop comment, voilà, on a entre guillemets, des process, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on, oui. c'est comme ça qu'on résume la chose. C'est le côté McDo, hein. Merci les gars. Voilà, exact, c'est moi, voilà. Mais non, ils sont comment dire, l'éducation nationale a été, comment dire, sur ces questions-là, et je pense qu'ils sont, voilà, ils ont des procédures, des psychologues, les profs peuvent consulter des psys et tout, mais ce prof-là raconte, lui, de l'intérieur. Voilà ce qu'il a ressenti. C'est ça. Voilà. Et est-ce que son désarroi, c'est celui que ces quartiers-là peuvent ressentir? C'est celui que tu aimerais que le lecteur ressente, ou tu en restes à son témoignage et c'est son témoignage? Ou est-ce qu'à travers lui, parce qu'il arrive tout de suite, donc page 13, c'est au tout début, est-ce qu'il y a des signaux que tu veux nous envoyer à travers son désarroi? Bah oui, parce que souvent, il y a en fait, c'est un peu, tout ça est un peu en étoile, donc j'essaie de donner des pistes aussi aux lecteurs, parce que c'est très dur d'être exhaustif et définitif, mais il y a une réalité dans le 93. Je cite un rapport, mais c'est quelque chose qui revient souvent au-delà des rapports et tout, c'est qu'en fait, le 93, c'est un laboratoire. Moi, je suis pas pour un focus complet sur le 93, sur la Seine-Saint-Denis et tout, mais quand même, la Seine-Saint-Denis, on se rend compte que c'est un vrai labo, et que beaucoup de gens inexpérimentés se retrouvent face à des situations qui sont quand même assez, comment dire, assez folles. Il y avait ce rapport qui a été fait par des gens de droite pour le coup, donc on soupçonnera pas je sais pas, d'angélisme, ou en fait ils disent que il y a de l'inexpérience d'un nombre important de gens qui ont des postes clés, profs, dans les services publics, voilà, je dirais, je sais pas, la CAF, la police. Donc il y a une inexpérience et il y a un turnover. Ça veut dire que quand les gens comprennent un peu ce qui se passe, ils sont déjà partis. Et ça, c'est très compliqué. Je pense que ce prof-là, il revient un peu plus tard et il dit, voilà, il y a une génération aussi de profs un peu à l'ancienne qui a connu une époque de l'école qui est un peu révolue, mais qui a une nouvelle génération de professeurs qui subissent des nouvelles situations et qui ont pas forcément les clés, qui ont pas forcément les épaules et qui ont pas forcément la reconnaissance qu'il faut pour aller les affronter. C'est pas que tout est sombre là-bas, c'est qu'en fait, parfois vous avez deux élèves
et 2 élèves qui vivent des situations catastrophiques, familialement ou même dans la rue parfois, voilà. Et quand vous êtes prof face à ça, franchement, c'est vraiment compliqué. Donc lui, à l'instant T, quand je lui parle, il est encore marqué. Ça fait 3 ans, mais on a l'impression que c'était la veille. Moi, quand je l'ai vu, franchement, il était vraiment marqué. Je l'ai revu là, il y a une semaine ou quelques jours, et il a déjà changé. C'est-à-dire que entre temps, il a pris un peu de bouteille et tout, et c'est intéressant. Son regard a changé sur les choses. Donc, je sais pas si lui encore l'aurait raconté comme ça, parce que moi, je l'ai vu il y a un peu plus d'1 an. Et on est resté en contact et tout. Mais lui, il me dit, voilà, j'ai de la bouteille maintenant. Il y a des choses que je vois, que j'ai pas vues à l'époque et tout. Mais ouais, son témoignage, d'une certaine manière, n'engage que lui. Mais en même temps, ça raconte cette situation dans le 93 d'inexpérience, de turnover, d'école publique qui commence à souffler très fort. Parce que ce qu'il raconte aussi, c'est le moment où les files d'élèves sortent, enfin quand les gamins sortent de chez eux, et il y a ceux qui partent vers le privé et ceux qui partent vers le public. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans Seine-Saint-Denis. C'est voilà, il y a des endroits où il reste plus que les pauvres dans l'école publique, et ça, c'est compliqué. 40 communes, 1,7 million d'habitants. La Seine-Saint-Denis, rappelles-tu, plus fort taux de mortalité du Covid, selon l'INED. Des petits chiffres comme ça que tu injectes de temps en temps. Il y a ce que tu appelles le brassement aussi, des cadres et des classes moyennes en ascension. Ils dégotent des amours de plans immobiliers, convaincus de se trouver dans une zone métisse. Alors ça, c'est vrai pour l'Est parisien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ce dont on parle, les lilas, ça peut être chic, quoi. Enfin, ça peut être bien, ça peut... Bah, tu peux le dire, c'est le 21e arrondissement. Enfin, il y a un côté où les gens qui viennent de s'installer là-bas, ils sont persuadés d'être dans le 21e arrondissement de Paris. Et je suis même pas certain qu'ils fantasment pas, d'une certaine manière, d'être attachés à Paris à un moment ou à un autre. Et pourtant, page 24, écris-tu, la ville des Lilas, 24 000 habitants, tient une place décisive dans le quatuor endeuillé. C'est sur son sol que des mineurs périssent. La commune est pourtant celle qui se porte le mieux. Son taux de pauvreté est, selon l'INSEE, 2 fois plus bas que celui de Bagnolet, qui est juste à côté. Elle est la mieux dotée en services publics et transports. L'insécurité y est marginale, la mixité sociale y tient bon. L'un des meilleurs morceaux du 93 de la vie des habitants des alentours. Donc après avoir, on y reviendra un petit peu quand même, parler du 93 dans ce que l'on sait, il y a aussi des parts mieux loties, où ça se passe pas forcément mieux, en réalité. Ouais, c'est ça, mais en fait, la vérité, c'est que l'ANRU, je veux pas dire la gentrification, parce qu'on le raconte à tort, c'est peut-être un terme qui raconte tout et rien, mais en tout cas, l'idée que certains coins de Seine-Saint-Denis collés à Paris, avec des lignes de métro qui arrivent un peu partout, comment dire? S'il y a de la misère sociale, il y a de la misère sociale. Ça veut dire que c'est con à dire, c'est peut-être cliché, mais voilà, tu peux vivre dans un endroit où le centre-ville est super beau et tout, mais il suffit qu'il y ait 4, 5 familles qui soient dans une misère totale, et ça peut drainer des choses compliquées. Après, tous les gens qui sont dans la misère sont pas les enfants de gens pauvres, ne sont pas tous dans les RICS. Il y a des gosses de riches, il y a des gosses de classe moyenne dans les RICS. C'est ça qui est assez compliqué. Les gosses des Lilas, du Pré-Saint-Gervais et tout, il y en a qui, il faut le dire, il y en a qui participent de manière directe ou indirecte à ces rivalités de territoire. Et c'est pas tous des gens de quartier, pour être très honnête. Donc, tu vois aussi des profils, des classes moyennes, des gens qui cherchent quelque chose dans ces RICS. Mais effectivement, les chiffres racontent pas tout. Les chiffres, c'est pour donner aussi des clés à des lecteurs qui sont très loin du 93. Bien Ça sûr. a été un choix qui a été fait parce que voilà, on se dit que peut-être que des gens lointains se disent voilà, la Seine-Saint-Denis, ça donne des petites clés. Mais c'est vrai que les chiffres racontent pas tout. Vous avez des villes dans le 93 ou ailleurs où on se dit en fait il peut pas y avoir de misère, c'est impossible. Et en fait, vous rentrez dans un quartier, il y a 2 bâtiments, et dans les 2 bâtiments, il y a des cas de misère sociale assez incroyables. Et voilà,
Ça, c'est réel. Derrière les chiffres qui ne disent pas tout, il y a les mots qui racontent, et notamment, j'aimerais bien te faire parler de ce collège en état de avancé de fin de vie, quoi, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que tu peux le décrire ? Bah en fait le collège il avait été pour la petite histoire, moi j'avais vu passer déjà un article du Parisien sur ce collège qui m'avait aussi marqué un peu, sur un collège qui en fait est en soins palliatifs, dans le sens où en gros il va être reconstruit, c'est pour 2025, mais la date a toujours été repoussée. Sauf qu'aujourd'hui que ce soit dans ce qui est documenté en termes de médias ou ce que moi j'en ai vu, c'est vrai que c'est un collège hors d'âge et personne ne s'en, comment dire, personne ne pourrait dire le contraire, puisqu'il y a eu des mobilisations. Ce collège a été quand même un point important de la géopolitique locale, on va dire. Moi, je suis marqué par ce gars qui m'avait appelé en 2018 au téléphone et qui m'avait alerté à l'époque déjà sur ce collège en me disant, tu sais, quand tu vas dans un collège comme ça, lui, ce qu'il m'avait dit vraiment, hein, c'est quelqu'un qui vient des quartiers populaires et tout, il me dit, je me demande, en fait, il dit, moi, je les trouve pas assez violents, en fait. Et ça m'avait choqué. Il était sous le coup de l'émotion. Donc moi, je l'ai rappelé, on est resté en contact et tout. Et il me dit, bon, je l'ai dit sous le coup de l'émotion, mais là, je peux le caractériser. Aller dans un collège comme ça, c'est déjà, c'est compliqué. Visuellement, c'est compliqué. Émotionnellement, c'est compliqué. C'est pas un ressenti de gens de quartier populaire seulement, c'est aussi le ressenti de certains profs, que ce soit Fabien ou d'autres, mais c'est aussi le ressenti. Moi, j'ai poussé les portes de la mairie de Bagnolet. Enfin bon, je dis ça comme ça, j'ai poussé les portes. J'ai juste demandé un rendez-vous à la mairie de Bagnolet. J'ai fait un peu le prince là, mais voilà, même là-bas. Après, c'est de la politique, c'est autre chose, mais visuellement, c'est un collège qui est hors d'âge et on se dit que quand même. Tu pars avec un désavantage quand même, Ouais, franchement. Tu pars pas, en fait. Ouais, tu pars pas. Et si tu voilà. pars, t'as beaucoup plus de mérite. Et vraiment, voilà. Je crois que c'est Fabien de mémoire qui le dit. Il dit en gros, je me retrouve face à un élève qui est en train de taguer ou je sais pas, qui est en train d'écrire au blanco sur un mur. Je lui dis qu'est-ce que tu fais ? Je commence à lui faire une morale et tout. Et le mec, il me dit mais en gros, qu'est-ce que ça va changer ? Regarde le collège comme, enfin, c'est pas mon coup de crayon sur un mur qui va changer quoi que ce soit. Et il te dit en tant que prof, qu'est-ce que tu veux lui dire ? Donc, c'est réel. Maintenant, c'est clair que on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, et beaucoup de gens m'ont dit la même chose, mais quel que soit leur statut dans la société, mais ils disent en fait, les réseaux sociaux te permettent aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Et la vérité, c'est que les informations passent plus vite. C'est tout con à dire, mais parfois, ton cousin, quelque part, t'envoie une photo de son collège, tu la reçois et tu dis, mais ou ton pote qui est dans le privé, ou ton pote qui a déménagé, il t'envoie une photo de sa salle de classe, j'en sais rien, tu vois, de ta cour de récré, et toi, tu vois où t'es, tu vois, tu lèves les yeux à gauche, à droite, tu te dis, merde, pourquoi moi, et pourquoi, enfin, son truc est nickel, et moi, qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc, il y a quelque chose pour le coup, ça relève aussi, quand t'es gamin, d'une donnée à prendre en compte. Visuellement, c'est important, l'endroit où tu vis, franchement, parce que, tu vois, il y a un côté, on le mesure pas assez, mais en fait, quand tu vois du béton, des choses qui fuient et tout, à un moment donné, t'as l'impression que tu deviens insensible, que tu t'habitues, mais en fait, on a tendance à croire que les quartiers populaires s'habituent à tout. Alors qu'en fait, quand t'es un gamin, tu veux les mêmes choses que les autres gamins, en fait, c'est ça la vérité. Bien sûr, bien sûr. Je regarde ce que dit le chat. Alors tu parlais, tu as fait le prince, donc tu disais ouais, je suis allé à la mairie de Bagnolet. Bon, page 41, ça se traduit différemment. Hein. Tony Di Martino, le maire de Bagnolet, il a un sacré nom quand même. Hein. Tony Di Martino. Ouais. Et son vrai nom ou quoi ? Ouais, c'est son vrai nom, mais j'espère qu'il est que maire. Hein. Le maire de Bagnolet, 35 000 âmes et une dette colossale, soutient que les communes du secteur sont contraintes de bricoler. Socialiste, il ponctue tous ces constats, sans exception, par la même sentence et une moue. Et il dit, tu te souviens ? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Ouais. Ouais, il est dans son rôle et puis il connaît très bien son territoire. Après, ce qu'il fait politiquement, c'est un autre sujet qui est pas le mien du tout, hein, parce que voilà, il y a toujours des clivages et les gens dans la ville vont dire c'est la faute du maire, c'est pas la faute du maire. Ça, c'est pas mon débat, mais la réalité, elle est qu'aujourd'hui, Bagnolet et la ville, c'est une ville endettée. Je crois qu'ils sont sur
je connais pas les statistiques de cette année ou de l'année précédente, mais à un moment donné, c'était quand même sur le top 3 des villes les plus entêtées de France, me semble-t-il. Faudrait le vérifier, mais je suis quasiment sûr. C'est colossal. Ça raconte quelque chose de cette ville et surtout, ça raconte les moyens limités d'une ville face à ça. Ça veut dire que si les caisses sont vides, il faut aller sur autre chose. C'est plus difficile de payer des éducateurs, par exemple. Je sais que la mairie des Lilas a les moyens de payer des éducateurs. Ils sont capables de payer de la médiation, de dire voilà, on n'a peut-être pas les moyens de l'État, mais nous on peut sortir, on peut dégager un peu d'oseille pour mettre des gens sur le terrain. À Bagnolet, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc il y a des aides, il y a tout ce qu'on veut et tout, mais il y a quand même un rapport à la, comment dire. Moi, le truc qui m'a frappé, ça n'engage que moi pour le coup, hein, c'est pas de la sociologie, mais je me dis, si déjà t'es fauché à la mairie, comment t'arrives à, comment dire, si le 2 du mois, t'es déjà en train de chercher, le 2 janvier de l'année qui arrive, t'es déjà en train de te dire, ouais, l'année va être compliquée, je me dis comment tu peux, en tant que maire, parce que, en fait, souvent, les maires, soit on leur fait tout porter, soit on leur fait rien porter. En gros, on dit, bah, le maire, il sert à rien, ou bien le maire, il peut tout faire. Il peut tout faire. Or, je pense que ça se joue sur un juste milieu où il a des leviers. Et la vérité, c'est que ces leviers sont quand même globalement, je pense que moins t'as d'oseille et plus t'es limité, en fait. Donc voilà. Et ça, c'est assez frappant. Ça raconte une résignation aussi. Ça veut dire que Tony Di Martino, je suis désolé, son nom me fait un peu sourire, mais c'est pas contre lui, vraiment. Non, il nous écoute. Mais il en appelle à ce que, et ça c'est un peu voilà le truc qui est un peu le refrain et on se dit que les choses n'ont pas avancé, c'est qu'il te dit bah l'État il nous a laissé pour compte. Après évidemment je pense qu'il y a, c'est un autre sujet, c'est plus politique, mais quand même voir un maire en 2022, parce que moi à l'époque je l'ai vu à l'été 2022, te parler comme un maire dans les années 90 et te dire c'est le même discours, tu te dis il y a quand même un petit souci quand même. Alors c'est ça, Ramsès, pour tout te dire, qui pour moi m'émeut. Il se trouve que dans les années 90, je vivais à Saint-Denis. C'est pour ça que j'ai toujours un œil sur ce qui se passe. C'était pas les quartiers les pires, évidemment, je joue pas à ça, mais bon voilà. Quand tu vis 7 ans à Saint-Denis, que tu travailles à Paris, t'as un regard. Et ce qu'il y a de terrible, je trouve, c'est que, même culturellement, le rap, etc., ou dans ton livre, c'est qu'on a l'impression que c'est un éternel recommencement, c'est-à-dire que c'est les mêmes choses, c'est comme s'il n'y avait pas de transmission d'une génération à une autre, que chaque génération dit que de son temps, finalement, c'était quand même moins pire, pour faire une belle faute de français, etc. En fait, c'est de tout temps que c'est comme ça, c'est depuis les années 70, on va dire. Est-ce que tu penses qu'un ouvrage comme le tien, et après je vais attaquer le chat, je vais reprendre des questions du chat. Est-ce que tu penses que ton ouvrage, c'est aussi ça, c'est une question de transmission, de regard à longue portée ou pas? Bah, juste pour faire une petite incise, cet ouvrage, c'est aussi parce que beaucoup, dans ces histoires de Rix, disent, après, c'est, voilà, peut-être que c'est, il y a un côté pudique mais il y a un côté aussi, on veut pas que ces morts, les prénoms disparaissent, dans le sens où on se dit, en fait, encore des morts d'Eric, et en fait, c'est normal. Donc voilà, ce bouquin, c'est aussi ça. Je dis pas que c'est un hommage, mais je dis juste que ce qui a motivé ça, c'est que beaucoup de gens, dans plein d'endroits différents, ont toujours dit, c'est bizarre. Le prénom d'un enfant, d'un gamin, d'un ado, certains disent que c'est pas des enfants, mais ça reste des ados techniquement, disparaît. Leur nom disparaît et ça fait mal en fait, se dire que ces gens-là passent dans l'actualité un jour, 2 jours, ils servent un peu de paillasson entre guillemets à des politiques qui débarquent sur des plateaux et qui commencent à faire des grandes tirades sur est-ce qu'il faut envoyer l'armée, George Bush, les GIs, et en fait le lendemain c'est comme si c'était rien passé et on a l'impression qu'on a rien, que rien n'avance. Pour répondre à ta question, moi c'est aussi ça qui fait que ce sujet, je pense, c'est aussi pour ça je vais pas dire qu'il passionne peu, mais on se dit, mais qu'est-ce qui a changé? Donc, du coup, on se dit, mais en fait, ce que vous me racontez, on l'a vécu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'était la même chose, sauf que vous avez des téléphones portables. Mais oui, il y a quelque chose, à mon avis, qui est... moi, c'est la chose la plus... qui me questionne le plus, c'est de se dire que comment ça se fait qu'on ait une ribambelle de gens qui soient blessés, gravement, traumatisés, psychologiquement, morts, pour certains, et qu'en fait, le truc continue. Et en fait, il y a presque une forme de banalité qui est assez folle. Honnêtement, je me rappelle que
certaines histoires qui sont dans ce bouquin, les gens disent mais il faut que ça s'arrête et il faut qu'en fait la machine s'arrête. Il faut qu'à un moment donné on se pose. Tu peux pas mourir en allant à l'école par exemple. Tu peux pas mourir un samedi, t'es parti jouer au foot et en fait il se passe rien. Alors bien sûr que il y aura tout, enfin comment dire. Malheureusement il peut toujours y avoir un fait divers, mais là en fait c'est pas des faits divers. C'est un fait divers très particulier puisqu'en fait tous les mois on a une histoire qui sort dans la presse avec Rix mortel, Rix grave, machin. Donc oui, il y a un truc quasiment je vais pas dire de résignation, parce que contrairement à d'autres territoires, il y a beaucoup de gens qui se bougent là-bas dans ce coin du 93 pour des raisons X ou Y, mais il y a beaucoup de gens qui se bougent. Mais il y a des territoires en France, j'aime pas le mot territoire parce que ça fait un peu, mais il y a beaucoup de quartiers où les gens sont complètement résignés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et ça continuera. Et ça, c'est ouais. Et ce que tu dis sur Saint-Denis, c'est vachement vrai. Ce que tu dis sur l'époque qui a été la tienne, c'est vrai. C'est qu'il y a quelque chose tu te dis, c'est même pas une anomalie, mais si tu dis, ça fait partie de notre paysage, ça fait partie de notre actualité. Il faut s'attendre à ce que des gens, des ados, meurent, que des ados aient peur d'aller au lycée, au Lila, en 2018. Dans le même temps, tu racontes qu'il y a quand même eu des efforts financiers qui ont été faits depuis 2005, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Il y a eu un peu d'injection de moyens. Ouais, il y a eu injection de moyens, mais tu as symboliquement des choses qui se passent. Moi, je suis pas dans l'idée que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qu'il faut traiter un peu comme tous les territoires, journalistiquement, je pense. Et après, voilà, prendre en compte aussi la réalité qui est celle de ce département. Mais quand tu vois Forest Whitaker, par exemple, en 2020 ou 2021, qui débarque en Seine-Saint-Denis et qui te dit « je vais aider la Seine-Saint-Denis », c'est un acteur américain. Quand tu regardes un peu ses activités associatives, il aide beaucoup les pays du tiers-monde et tout. Symboliquement, moi, je sais qu'il y a des habitants du 93. Moi, j'ai habité 2 ans dans le 93, à Saint-Denis, pour le coup. Comme ça, on a un lien. Voilà, j'ai fait le confinement là-bas. Alors, tous les deux, super. Je suis yvelinois, pur jus, mais j'ai passé 2 ans dans le confinement à Saint-Denis. On va pas commencer. Ouais, je veux pas être... mais je sais que quand Forest Whitaker débarque là-bas, symboliquement, pour des habitants, je vais pas dire que tout le monde était choqué, au contraire, il y a des gens qui étaient bien contents, mais moi-même, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un problème quand même, parce qu'il parle comme s'il allait aider un territoire, tu vois, qui a été ravagé par un tsunami, quoi. Tu vois, tu te dis, mais le gars, c'est pas c'est pas condescendant, mais on est en France quand même. Ça veut dire que cette dimension quasi humanitaire dans un département qui est collé à Paris, tu te dis, ça pose question quand même. Témoignage de Jojo Lafrite qui témoigne beaucoup dans le chat et je l'en remercie. J'habite en banlieue parisienne, il y a des rixes entre villes. Je trouve que certains maires portent une responsabilité, ne pas vouloir intervenir dans la ville d'en face pour calmer les choses sous prétexte que ce n'est pas la même étiquette politique. C'est atroce. Certains politiques nous fixent des frontières entre les villes qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, entre 2 blocs d'immeubles tellement similaires. Tu as ressenti ça aussi ? À d'autres moments, Jojo Lafrite va plus loin en disant en fait, certains maires se comportent quasiment en chef de gang. Comment donc des enfants de 9 ans, 10 ans peuvent se comporter autrement que ce que tu viens de raconter? Après, c'est toujours multifactoriel. Là-bas, je pense qu'il y a eu les morts qui ont fait la différence. Ça veut dire que quand il y a des morts, c'est pas comme quand il y a des blessés. Tu peux camoufler le truc. Mais là, quand il y a des morts, en fait, forcément, tu peux... Comment dire, tous les projecteurs sont braqués sur toi, t'as une responsabilité et tu peux plus déconner avec ça, je pense. Moi, ce que j'ai vu, j'ai pas de détecteur de sincérité, tu vois. Je vais pas commencer à dire oui, ils sont sincères. C'est pas mal pour un journaliste, ça. T'imagines? T'arrives. Attendez, je passe au détecteur. Ah bah non, je vous écoute plus là. Tu dégages, toi, ce serait pas mal. Ouais, t'imagines. Ouais, tu branches le truc, ça nous éviterait beaucoup de problèmes. Ah ouais. Mais beaucoup de malentendus. C'est drôle. Mais non, ouais, il y a ce côté. Je pense qu'il y a des. Moi, ce que m'a dit quelqu'un en off, qui est vraiment dedans, qui est à l'intérieur et tout, il travaille pour l'une des villes, voilà. Je veux pas faire le mec, ce que je veux dire est pas... En fait, dans les Rix, il y a rien d'extraordinaire. En fait. Retrouve ton côté McDonald's, là. Non, McDo, on est encore plus modeste, hein. On sent la frite, enfin, c'est pas pour Jojo, mais on sent la frite toute la journée, même la nuit, donc... non, il m'a dit, en gros, notamment sur ce territoire donné, hein, les Lilas, après Saint-Gervais et tout, les flics, en fait, viennent les voir,
leur filent des listes de gamins en disant surveillez-les, franchement, avant on voit qu'il se passe des choses et tout. Mais en fait, vos histoires, comment dire, elles rapportent rien, en fait. Vos gamins, c'est les gamins qui sont souvent dans ces listes-là. Je parle des ados, pour le coup. Je sais pas générationnellement pour celle de Dio, mais les 13, 14, 15 ans. Et les flics leur disent, mais en fait, c'est pas qu'on s'en fout de vos histoires, mais ça, comment dire, on peut pas se faire mousser avec ces histoires-là. C'est pas des grosses histoires, en fait. Pourquoi on va essayer de patrouiller toute une nuit dans une ville pour éviter une rixe ou tout un après-midi, alors qu'il y a un plus grave, et deux, surtout, il y a pas de prise, il y a pas de... En fait, ils se bagarrent pour rien. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, en gros, ils disent, faites votre boulot d'éducateur. Nous, on vous donne deux, trois blazes. Surveillez-les et dites à vos éducateurs, à vos médiateurs, entre guillemets, à vos grands frères, à vos associations de les surveiller. Et ça, c'est un discours qui est quand même... qui raconte quand même quelque chose dans cette banalisation. Et sur les maires, en fait, je pense que ça dépend vachement des territoires, mais je pense que la mort, quand tu dois... Bien sûr. Moi, je suis pas un mec naïf. En gros, je sais aussi que dans une ville, tu fais beaucoup de politique, tu prépares déjà ton mandat d'après, c'est le propre de la politique. Mais quand même, quand tu as une famille qui vient et qui te dit « j'ai perdu mon fils » et tu vas leur présenter leurs condoléances, je me dis qu'il faut vraiment pas avoir de cœur ou en tout cas être vraiment quelqu'un de frigorifié à l'intérieur pour ne pas avoir de la compassion et se dire « ouais, on a un problème dans la ville ». D'ailleurs, je crois de mémoire, le maire sur lequel on ironisait un tout petit peu de par son nom, etc. Je crois que il connaît la famille d'Aboubacar, le premier mort, et il te parle de ça, de la rencontre avec la famille endeuillée. C'est ça. Et lui, pour le coup, il a les gens de la mairie le racontent à quel point la maman notamment est dévastée de l'intérieur et que ça revient souvent. C'est pas que ces gens qui le disent, c'est partout, du chauffeur de bus jusqu'aux gens dans les cafés qui connaissent un peu les familles ou qui connaissent qui connaissent très bien leur territoire, parce que les gens connaissent très bien leur lieu. En fait, c'est les meilleurs sociologues les meilleurs sociologues, c'est les gens qui habitent. On n'a pas besoin quand on les écoute, ils sont souvent super pertinents et ils te disent que en fait chaque fois que dans le journal télévisé, tu vas avoir une rixe, même si elle a lieu à Mayotte ou à Marseille, à Besançon, où tu veux, les familles qui sont touchées par ces phénomènes, elles ont l'impression de retourner dans une lessiveuse. C'est trop dur, en fait. C'est trop dur. Parce que tu te dis, waouh, encore. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça se répète. Et pourquoi, en fait, ce qui est arrivé à mon fils, ça n'a pas stoppé la machine, en fait. C'est déjà trop dur. Je pense que médiatiquement, on est très violent avec les familles aussi. Je pense qu'on est inconsciemment, je dis pas, j'accuse personne, mais ce que je veux dire, c'est que le moment où une rixe mortelle arrive et qu'on décide que ça va devenir le point où il faut être pour parler des enfants et de la violence des gamins, parce que les gamins, souvent, on n'en parle que par le biais de la violence et des déviances. C'est très rare qu'on se pose avec eux pour parler normalement. C'est souvent ça. C'est hyper violent, en fait. Franchement, c'est hyper violent. C'est pour ça que moi, sur ces questions-là, j'insiste très peu avec les gens. C'est s'ils veulent parler, ils parlent. Sinon, j'insiste pas parce que c'est compliqué, en fait. On est vachement, c'est dans l'histoire de Kewi, par exemple. 3 ans plus tard, il y a des gens qui continuent de pleurer au téléphone, mais comme si ça s'était passé la veille. Des gens qui devant vous pleurent. C'est un truc. Et surtout, le procès, il n'est pas encore passé. Donc, les familles vivent en suspens. Il n'y a pas encore de. En fait, je sais pas si tu peux faire ton deuil quand l'histoire elle est pas terminée, parce que ces familles-là, s'ils parlent pas aux journalistes, et ils ont 1000 fois le droit, et je pense que il faut les respecter pour ça. On va leur demander de tout répéter. Il y a des choses qui vont être déballées en procès, et ce que les journalistes parfois ne mettent pas par pudeur dans les articles, au procès ça va être hardcore. Là, tout va être déballé, et là ça va être compliqué. Donc ils vivent aussi avec cette appréhension-là. Est-ce que ce livre, c'est pas aussi une façon pour toi de te questionner, même si ça apparaît pas dans le livre, mais là en t'écoutant, de te questionner sur le travail de journaliste, c'est pas tout à fait innocent si tu reviens sur une affaire que tu as déjà traitée et bien traitée, le mieux traitée possible, mais quand même avec une violence symbolique, et celle de la médiatisation de tout d'un coup un article, aussi bien soit-il, il est court, il condense, il ramasse, là où un livre peut développer, déployer des choses. Est-ce que c'est une façon pour toi de remettre un peu en cause, non pas ce que tu as fait, mais de faire un examen de conscience, de réfléchir à ça au sens du métier, etc., ou pas?
Ouais, complètement. Moi, franchement, j'ai pas la prétention d'avoir fait, comment dire ça, d'avoir complété les erreurs que j'ai pu faire. Je parle en termes Oui, oui. pas moral, mais t'as un côté où voilà, moi, ça m'a secoué de revenir sur ce fait divers et de comprendre à quel point parfois on avait des comportements. Comment dire, tu te dis, si j'étais à la place de ces gens, et tu peux pas l'être, mais allez, mettons que si j'étais à la place de ces gens, est-ce que, en fait, cette façon de poser la question, cette façon de les appeler, cette façon d'aborder des petits qui sont traumatisés, parce que les petits, en fait, ils parlent pas, et on a l'impression que tout passe sur eux. Et donc, on part avec même quand on connaît un peu ces endroits, et encore, on se dit tout passe, ils vont parler et tout, mais le lendemain le prof raconte par exemple que les petits pleurent et tout. Moi, dans la rue, le lendemain, je les ai pas vus pleurer, ces petits. Ou 3 jours, 4 jours après, je les ai pas vus. Donc je me dis, d'une certaine manière, peut-être que ils peuvent te parler, ils peuvent te dire des choses, mais je me rends compte aussi qu'en fait, waouh, c'est hyper dur. Tu connais pas les journalistes, t'as 13 ans, 14 ou 15 ans, on vient de parler d'une histoire qui est hyper violente, t'as perdu ton pote, parfois, tu as des familles où c'est dur de parler, donc tu peux même pas te confier à ton père, à ta mère, à tes frères, tu gardes ça pour toi. Avec tes potes, tu as du mal à parler, ou en tout cas, voilà. Quand t'es gamin, parfois, t'es ado, t'as toujours envie de montrer que t'es fort, donc tu vas pas commencer à pleurer, tu pleures dans ton coin. Ouais, il y a trop de trucs violents. Et donc, bien sûr que c'est une manière de questionner. Le fait divers, c'est quelque chose où je pense qu'on doit aller avec un supplément d'humanité en se disant, limite avec un post-it sur les mains, en se disant, il faut que je sois vraiment humain, et il faut vraiment que je me mette que je fasse preuve d'une empathie supérieure. C'est pas un accident de la route où tu as une sorte de fatalité, et encore, tu vois, il y a des familles qui vont jamais se remettre de ces accidents, mais là c'est quand même des enfants, des parents, l'école. Et encore là, tu parles d'expérience avec des titres qui ont une longue expérience justement, on va dire d'humanisme. Hein. Je pense par exemple à Libération, bon, que j'aime bien tacler, mais qui depuis toujours a cette idée-là. Je ne sais pas si encore aujourd'hui on peut, mais il pouvait arriver d'aller sur un fait divers, comme on dit, et finalement dire je vais pas faire le papier parce que c'est trop dur. Et la rédaction en chef disait ok, ça, on peut comprendre. D'autres journalistes sont soumis à d'autres exigences de rendement pour le coup, où alors là c'est sauvage quoi. Moi j'ai fait un truc après c'est voilà, mais moi par exemple quand j'écrivais quand je travaillais sur ce bouquin, il y a eu 2 moments. Il y a eu le premier où en fait j'avais une histoire dans le 93 d'un petit qui est décédé, mais ça n'a rien à voir avec des rixes. C'est une histoire complètement rocambolesque où le petit est mort tout seul dans sa chambre et tout, et en fait j'ai pas voulu l'écrire. En fait en gros j'ai dit je peux pas. En fait pour des raisons j'avais parlé, pour le coup c'était le papier sur le petit, donc on était dans le feu de l'action, il fallait trouver la famille, essayer de raconter ça, de démêler la chose. J'ai parlé à sa grande sœur et en fait j'ai dit je peux pas, en fait je peux pas, c'est impossible. Ça veut dire que je pourrais faire, c'est pas parce que je suis plus humain qu'un autre ou meilleur humainement qu'un autre, c'est qu'à un moment donné cette histoire de Rix a conditionné quelque chose chez moi qui est maintenant irréversible. C'est de se dire attention, voilà, il faut faire attention. Et je dis pas qu'à certains moments de l'écriture de ce bouquin, même si j'ai épuré des choses et tout, ou j'ai mis des choses de côté pour pas heurter des familles, pour pas aussi oublier que des gens qui sont cités dans ce bouquin ont 4 ans de plus ou 3 ans de plus, et de me dire qu'ils ont changé, que peut-être il y a des choses qu'ils ont enfouies, qu'ils ont pas forcément envie de déterrer. Mais je sais aussi qu'à certains moments, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'écrire sur ces histoires-là, en fait? En tout cas, comme ça, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre le procès, par exemple? Comme ça, on clôture quelque chose. Et on l'a fait parce que y a ce prof, parce que je pense que ça mettait aussi des pistes, le lecteur sur des pistes, et surtout il y avait plusieurs histoires qui s'entremêlaient. Bien sûr. Et donc je me disais que ça faisait un tout. Mais franchement, ouais, ce que tu dis, c'est super pertinent. Toi, tu connais très bien ce secteur et tout, donc c'est pas. Mais franchement, humainement, ce serait mentir de dire que ça te change pas. Monsieur ZD te demande, est-ce que tu as ressenti un changement avec la suppression de la police de proximité? Avait-elle un impact sur ce type de rixes? Alors, tu n'as pas connu la police de proximité, mais peut-être qu'on t'en a parlé. Est-ce que le changement de régime de la police dans les quartiers a eu une influence, selon toi, un impact sur ce type de rixes, ou c'est des choses détachées? Moi j'ai connu, on appelait ça les îlotiers, je crois. Mais ah c'est ouais, les quand mêmes même. Alors d'accord, monsieur. Ouais,
Ah ouais, t'as connu je suis Michel éternellement Platini jeune. alors? T'as connu, parce que tu parlais football. Ouais, j'ai connu. Ah, moi, le carré magique, ça dit quelque chose? Ah oui, c'est je moi. pensais pas, moi je pensais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, mais je suis jeune. Mais non, ouais, j'ai connu les îlotiers et tout. En fait, ce qui est difficile, c'est de dire que d'être toujours certain de quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir enlevé des îlots, enfin la police de proximité, évidemment que ça a changé quelque chose. La vérité, c'est que là, pour le coup, c'est peut-être l'expérience qui parle, mais avoir un policier qu'on voit tous les jours et qui est ancré sur un territoire et qui est capable de vous parler avant même de vous courser, c'est peut-être quelque chose qui met enfin comment dire, qui crée un autre rapport à l'État, à l'autorité, et ce qui crée et ça crée un autre rapport à la à la forcément à la violence. Puisqu'en fait, le policier, il est là pour faire régner l'ordre, ou voilà, je sais pas, un peu. Mais oui, je me rappelle de certains îlotiers, moi, et c'est vrai que le rapport était complètement différent. Là, aujourd'hui, moi, je suis pas dans un syndicat de police et tout, mais comment dire, un policier à bout sur le terrain, c'est bon pour personne, et surtout pas pour les gens que, enfin voilà, moi quand je sais que enfin bon, un policier qui est déjà nerveux juste pour un contrôle d'identité, forcément c'est super compliqué. Un policier qui vient contrôler dans un quartier ou dans un coin de ville qu'il connaît pas, c'est compliqué aussi. Alors que la police de proximité faisait ce pont-là un peu. Ça, il y avait un truc de tranquille. Les îlotiers, de mémoire, ils jouent aussi avec les gamins. Ils faisaient des parties, ils jouent au ping-pong avec toi. Ils te font des blagues. Là aujourd'hui, on n'a plus ce tampon en fait. Ça veut dire que tu peux te frotter à la BAC, t'es pas prêt, t'as jamais vu un policier de ta vie, le premier que tu vois, c'est un baqueux. Et ça, là aussi, c'est hyper violent. Il y a pas de dialogue, et dialogue entre guillemets. Et le baqueux, parfois, il vient en mode, il est là pour te balayer, c'est tout. En mode baqueux. Quel est le rôle, te demande Donne la Papate, que je salue, ou la participation des femmes dans ces histoires de territoire? De femmes ou de filles, ou de jeunes filles, ou de jeunes femmes, bon. Moi, j'ai pas focalisé, parce que là, pour le coup, j'ai focalisé sur un petit collectif qui a été fondé justement par une jeune fille qui est qui a connu les gamins dont je parle, parce qu'ils ont fréquenté les mêmes endroits, les mêmes établissements scolaires et tout. Mais je pense qu'on a un truc qui est... moi, j'ai fait déjà un article à Villeneuve-Saint-Georges sur des dames qui patrouillaient le soir. Je crois que c'était Villeneuve-Saint-Georges, justement pour éviter que la nuit, ça dérape. Entre quartiers rivaux, entre équipes rivales, on va dire ça. Mais je trouve, avec le recul, qu'on leur fait porter beaucoup de choses. Il y a un côté symbolique de les mamans viennent patrouiller et tout. Alors forcément, je pense que c'est un des derniers trucs, parfois, qui est... Comment dire ça? Les mamans, comme c'est assez sacralisé, ça reste quand même... La maman, c'est sacralisé quand même. Ça reste une des dernières personnes qui peut raisonner, on va dire, des gamins. Mais en même temps, il y a un côté... On peut pas se défausser sur elles, en gros, leur faire porter cette responsabilité en disant, hop, dans un quartier, il y a un collectif de mamans, ça va tout régler. Bah, en fait, c'est super. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il en faut beaucoup plus. La présence humaine, il y a besoin de plein de choses. Je l'ai pas mis dans le bouquin par manque de place, mais il y a toute une... Je le dis juste, je crois, une fois, où il y a des gamins qui ont besoin d'un soutien psychologique, parfois psychiatrique. C'est pas décelé parce qu'il manque ces structures, il manque cette communication, il manque beaucoup de choses. Mais parfois, en fait, vous avez des petits... vous le savez après, quand il y a eu drame, quand il y a eu bagarre, mais en fait, ils étaient psychologiquement... touchés, atteints, ils avaient besoin de soutien, de parler, et ça, les mamans, en fait, elles peuvent pas le savoir, et souvent, les mamans dans les quartiers populaires, c'est celles qui triment le plus, sans faire injure au papa, mais les mamans, c'est celles qui sont parfois doublement ouvrières. Elles bossent à l'usine, ou elles bossent dans des petits boulots, elles font des ménages à des horaires complètement décalés. Moi, à Villeneuve-Saint-Georges, je sais que certaines mamans, franchement, elles faisaient le matin ménage de mémoire. Après, il y a une sorte de pause parce que c'est les métiers hyper précaires. Tu reviens un peu l'après-midi, tu fais des ménages ou tu fais un autre boulot. Et puis la nuit, tu te retrouves à patrouiller. Les mamans, elles dorment 3 heures, 2 heures, parfois 4 heures quand il y a des... Et ça, c'est pas possible. En fait, en vrai, ça aide, mais on peut pas se défausser. Mais après, honnêtement,
le rôle des mamans dans les quartiers populaires, et je vais même élargir, le rôle des mamans, il est quand même, ça raconte la question des femmes, mais ça raconte aussi comment beaucoup de quartiers populaires, et c'est une incise, vivent, contrairement aux clichés, c'est les femmes qui sont au centre de tout, en fait, en vérité. Mais dans les RICS en tant que tel, c'était la question de M. Ziadé. Bien sûr, le rôle des femmes, il est super important, surtout des mères et tout. Elles ont un rapport aux enfants que parfois des papas n'ont pas. Et c'est pas, je veux pas rentrer dans un truc anthropologique, sociologique, biologique, mais oui, bien sûr qu'elles sont omniprésentes. Ça, en fait, c'est celles qui manifestent le plus. C'est celles qui vont le plus au carton, dans le sens, c'est celles qui vont le plus au contact de ces gamins. C'est celles qui sont le plus impliquées dans la vie scolaire aussi, souvent, sans faire injure au papa. Donc oui, c'est prédominant. Les mamans sont prédominantes. Franchement, honnêtement, elles sont prédominantes. Dans les quartiers populaires, elles sont prédominantes. Roland nous dit, à l'occasion de la projection de Creed 3, il y a eu des RICS dans et devant des cinémas. Peut-on relier ceci à votre livre ? Je dirais non, parce que les RICS au cinéma, elles ont toujours existé, je pense. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ma conviction, qui ne repose que sur ma propre expérience, je pense que la société vit un moment de tension extrême depuis quelques années, et je pense que ce soit au cinéma, sur la route, au centre commercial, en fait, les bagarres partent beaucoup trop vite. Et là, c'est au-delà des RICS, c'est au-delà de tout ce qu'on veut. On vit un moment de tension absolue. Ça veut dire que, franchement, pour un rien, ça peut partir en vrille. Et c'est pas le gars qui vit en banlieue parisienne qui parle, ou le gars qui est né en banlieue parisienne qui parle. C'est le gars aussi qui, parfois, arpente la France pour des beaucoup moins dramatiques, et qui voit à quel point les gens, beaucoup d'habitants sont sous tension, parce qu'il y a beaucoup de questionnements existentiels. Il y a des faillites économiques, entre guillemets, je parle pas d'entreprise, mais de familles, de foyers. Et franchement, aujourd'hui, moi, à titre personnel, pourtant je suis quelqu'un qui a toujours grandi mais moi, par exemple, je prends plus la voiture pour aller, il y a un côté aussi peut-être un peu écologiste, écolo, mais il y a aussi ce côté où la voiture, c'est devenu un moment où ça peut déraper à tout moment. Il y a un truc qui est incroyable. J'ai vu au centre commercial des bagarres pour un pain de mie. Et en fait, c'est pas des gens, on n'est pas dans Walking Dead, hein. C'est vraiment des gens qui sont normaux, comme vous et moi. Et en fait, ça peut se bagarrer pour rien. Et on a l'impression que les gens ont déjà un grief. Et ils attendent comment dire, n'importe quoi peut devenir un prétexte. Donc non, moi je pense que le cinéma, c'est comme tout en fait. Ça peut partir en vrille n'importe où maintenant, malheureusement. Il faut qu'on retrouve un apaisement, ça c'est sûr. Speaky, à nouveau, quelle influence de rappeurs comme Kerry James avec un discours émancipateur comme dans Banlieusard ? Je pense que le rap, ça, c'est un vrai sujet. Parce que moi, je l'ai vu dans d'autres situations, il y a quelques années, où des mères de famille disent, voilà, à un moment donné, il faut aussi que beaucoup de rappeurs qui se dédouanent en disant, nous, on fait de la fiction, parfois on fait de la fiction, du storytelling, mais qui est pas forcément réel, fassent attention. Et on n'est pas dans le côté pudique, moi, je suis pas... je suis pas curé ou quoi. Moi, je pense que nous à l'époque, on écoutait aussi des musiques qui pouvaient être très hardcore, mais je pense que les discours comme Kerry James aident forcément. Mais je pense aussi que le rap est encore une partie du questionnement. Kerry James, il a ce discours-là d'apaisement et tout, mais je pense que sur certains territoires, le rap, au contraire, crée... je vais pas dire créer de la tension, parce que c'est pas vrai, mais ça constitue... ça contribue à... Comment dire ? Moi, je sais qu'il y a des petits, quand ils vont en descente, ils écoutent du rap, par exemple. Il y a certains titres très hardcore et ça leur met un peu d'adrénaline. Ça fait partie du questionnement. Après, je pense que Kerry James a un discours hyper fédérateur et tout, mais il y a beaucoup de mamans, de mères de famille, notamment pour revenir aux mères, qui disent que certains titres de rap, quand t'as 12 ans, 13 ans, et que les refrains sont vachement hardcore et qui sont portés aussi, qui sont archi portés sur l'argent, la quête de l'argent, de la violence, on va pas dire que ça conditionne. Moi, j'ai écouté du rap qui pouvait être dur. Ça a pas fait de moi un bagarreur. C'est-à-dire, t'écoutais quoi, MC Solar ? Non, ouais, j'écoutais MC Solar, mais j'écoutais Kerry James au tout début, quand il était moins sympathique, quand il était moins fédérateur, quand il était beaucoup plus hardcore. Ouais. J'ai écouté, c'était IAM, la FF. Il y a eu plein de choses, il y a eu plein de rap.
ce qui revient, parce que moi je veux pas commencer à faire l'universitaire, mais ce qui revient souvent, c'est que c'est pas que le rap était mieux avant, c'est qu'il y avait un rapport à l'argent qui était différent aussi. Donc sur le rap, ça se ressent. Et surtout, je pense qu'il y a, ouais, il y a un imaginaire où en fait de violence qui est aussi présent. Ça, c'est une réalité. Le rap joue avec cet imaginaire-là. Alors après, c'est comme la poule et l'œuf, hein. Est-ce que c'est le rap qui influence ce qui se passe dans la rue ou la rue qui influence ce qui se passe dans le rap? C'est autre chose. Mais je sais que beaucoup de parents se questionnent aussi là-dessus, sur la responsabilité des rappeurs. Dans cette guerre de... Non, pardon. Pimico te demande, alors c'est à propos de Marseille, je ne sais pas si tu connais la situation de Marseille, mais si tu la connais, que penses-tu de la situation à Marseille, où pour survivre dans les quartiers les plus pauvres d'Europe, je répète, les plus pauvres d'Europe, dans la deuxième ville de France, donc Marseille, les ados... Alors, je nuancerai, je dirais. Certains ados sont obligés de devenir guetteurs et de rejoindre le milieu de drogue, puis meurent ou finissent en prison à 20 ans. Comment briser cette malédiction, cette situation? Bah, comment ça, c'est réellement, c'est une vraie question. Je pense que si on se la pose très honnêtement, ben, je pense qu'il y a un rapport aux moyens humains, financiers, mais il y a les moyens humains. Mais à Marseille, ce qui est réel, c'est que avant même le deal, il y a des quartiers, je pense, qui sont, comment dire, moi j'y étais un peu, j'y avais été, bon bah on est journaliste, donc on se retrouve parfois dans des moments où voilà, Macron s'était déplacé un été à Marseille, je crois, et moi j'étais pas loin, j'y étais avant, je l'ai précédé, ça fait bien de le dire, mais il y a des quartiers où voilà, moi que je connaissais pas forcément, moi je suis allé dans les quartiers nord, je m'y balade, on s'y balade, voilà, pour le boulot, et je me demande comment les gens vivent à l'intérieur, ça c'est un vrai questionnement. Et pourtant, j'ai vu des choses qui, voilà. Mais à Marseille, il y a déjà ça. Donc, je pense que ces gamins naissent dans un endroit où des choses qui nous semblent anormales deviennent normales beaucoup trop vite et beaucoup plus vite qu'ailleurs en France. Enfin, je dis pas, hein, en France, il y a aussi des quartiers très, très difficiles, avec des misères, voilà, parce que, en fait, on a l'impression que Paris, Marseille, c'est un peu l'alpha et l'oméga, mais il y a des villes qui sont dans des angles morts, où, en fait, il se passe des choses et franchement, c'est des cas de misère à pleurer. Mais Marseille, en fait, il y a un côté presque folklorisé maintenant. Ça veut dire qu'on parlait d'Eric, ses côtés, mais il y a un côté folklorique. C'est normal qu'ils vivent dans le ghetto, c'est normal qu'il y ait une Kalachnikov qui soit sortie. Il y a un côté où il y a un truc banalisé. Et en fait, il y a un côté où c'est normal. Et ça fait aussi partie d'un questionnement journalistique de se dire, un, comment tu racontes ça? Deux, est-ce qu'il faut continuer de le raconter comme ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, Marseille, c'est quasiment une dépêche par semaine pour dire qu'il y a un jeune gamin, un jeune ado ou un jeune adulte qui s'est fait allumer en centre-ville ou qui s'est fait allumer dans un règlement de compte. Et en fait, à un moment donné, c'est mon questionnement humain, c'est de se dire au bout d'un moment, ça devrait être une priorité absolue, Marseille. Enfin, ce qui se passe dans les quartiers de Marseille, que ce soit le renouvellement urbain, que ce soit le traitement du deal généralisé, que ce soit les écoles, parce qu'en fait, il y a une problématique des écoles qui est assez folle. La rue d'Aubagne, ça aurait dû aussi arrêter un peu la machine. Franchement, c'est des cas, on a vu des trucs assez incroyables, mais il y a une impression de folklore avec Marseille qui est, en fait, c'est normal. Voilà, les quartiers nord, c'est normal. Marseille, c'est normal. Et ça, je pense que la solution, elle est dans les moyens humains. Honnêtement, il n'y a pas d'autre solution. Il y a besoin de tout, en fait. À un moment donné, quand vous l'avez... Est-ce que tu ne crois pas, et ce sera ma dernière question, que ton prochain bouquin, ça pourrait être sur les moyens? C'est un bouquin sur le ministère de la Ville. Je ne sais même pas s'il existe encore, mais... Ouais, je crois que c'est pas le ministère prioritaire là, mais, malheureusement. Mais je sais même pas si le ministère de la Ville, ça, c'est en fait le. Mais ouais, ça pourrait. Franchement, honnêtement, il y a un côté. Aujourd'hui, en fait, il y a un côté. Ce que tu dis est très fort parce que on est toujours dans le constat. Marseille fait partie du constat et les Rix, d'une certaine manière, c'est le constat. Alors, on va un peu plus loin dans l'histoire, mais la vérité, c'est que bien sûr, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que on s'est aussi trop habitué, je pense. Il y a un côté, tout est normal en fait. Il y a un côté normal. À Marseille, ça s'est passé, c'est normal. Ça s'est passé en Seine-Saint-Denis, c'est normal. À Roubaix, bah c'est normal. Et en fait, il y a un côté un peu normal. Et voilà, quand t'entends à Marseille que des mères cherchent encore le corps de leurs enfants, franchement, c'est comment dire, c'est pas un côté
mais on est en France en 2023, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce serait un aveu de défaite absolue de dire que personne ne peut rien faire. Voilà, et c'est plutôt, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je crois pas que le ministère de la Ville soit, s'il existe encore, mais je crois qu'il existe même pas. En tout cas, les moyens sont très limités. Je sais même pas est-ce qu'il a les outils nécessaires pour aller, pour aller tu vois, à la bataille, à la bagarre, pour aller, tu vois, on n'a plus de planification sur 10 ans. 10 ans, on a une priorité sur 10 ans et tout est court-termiste, tout est, voilà, il y a un côté mandat, voilà, mais en fait, Marseille, c'est pas ça, c'est 10 ans, c'est un plan, en fait, qu'il faut, tu vois, et un plan déterminé avec des moyens humains, pas que de l'argent. Enfin, il y a de l'argent, mais il faut des moyens humains. C'est qui on met à des postes clés, quelles compétences, quelle vision, quel discours, quels mots on utilise, et ça, je suis pas certain qu'il y ait cette volonté-là. Dernière, ultime question, elle vient du chat de Not to Kill. Bonjour, une plaque commémorative pour les défunts de Rix, comme pour les guerres d'antan, ne serait-ce pas pertinent? Moi, je pense que oui. Cette question, elle est. Je trouve que oui, parce qu'en fait, l'un des trucs qui m'a le plus touché, ou une des phrases qui m'a le plus touché, c'est que après, à tort ou à raison, peut-être que, mais c'est vraiment que beaucoup de gens ne veulent pas que ces noms disparaissent parce qu'ils ont l'impression que il y a toujours cette expression que tu connais bien et qu'on avait entendu en 2005, c'est mort pour rien. C'est-à-dire en fait ce côté vain et de dire bah en fait ouais la bagarre ne reposait sur rien, ils sont morts pour rien et donc c'est des riens quelque part. Et oui, des plaques commémoratives parce que ça peut aussi créer une transmission, ça peut peut-être aussi créer, c'est important je pense et c'est ce que font certains collectifs, certaines associations, c'est de continuer à raconter l'histoire de ces enfants-là. Et je trouve que c'est important. Moi, j'ai pas de responsabilité politique, mais je trouverais ça bien. Voilà. Merci beaucoup, Ramsès Kefi, auteur de. C'est ton premier livre? Ouais, c'est mon premier. C'est un petit format. C'est un livre. Mais arrête de faire. Bon, attends. Après, on va faire le débrief. Alors, à la base, c'était lui le gentil, un reportage littéraire de Ramsès Kefi. C'est dans la nouvelle collection de 21. Un reportage à dévorer comme un roman. Voilà, ils sont marrants, les mecs. Alors, donc, écoute, la collection se lance. Arrête d'être aussi modeste. Non, franchement, non c'est de la lucidité. Oh ouais. Non, c'est très plaisant, ça fait du bien. Un journaliste parisien qui se la raconte pas, ça fait du bien. Non, bah, après, il y en a beaucoup, ouais. Mais c'est lucide, on va dire. Voilà. Merci Ramsès, te dit Urial, Sentier Battant, superbe entretien avec Ramsès, Speaky, très 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 intéressant, merci pour l'échange, Monsieur ZD, merci. Le livre est réservé. Bon moment de social culture. Merci, dit Roland. Merci Ramsès, dit Yoriculaire. Très intéressant. Merci, super, nous dit Badass en shoes. Les amis, qu'est-ce que vous me faites faire, quoi? Passionnant, merci pour l'échange, dit Ben Bran. Dada Doc Dada, que je salue chaleureusement, super entretien, merci Ronan, merci Ramsès et David. Oh, moi j'ai rien fait, j'ai lu un livre vachement bien, j'ai dit tiens on va l'inviter on va inviter la jeune garde, merci beaucoup, merci pour le stream, etc. Merci à toi. Bravo pour le bouquin, bravo pour la collection. L'honnêteté commande de dire que la maison d'en face, Society, sort aussi une collection de petits livres un peu similaires à la vôtre, quoi. C'est-à-dire de prendre un peu de temps, un peu d'imprimerie, un peu de page, un peu de style, un peu de virgule, de point-virgule, de réflexion, de citation et donc de détecteur de sincérité. Putain, il faut qu'on poste ces équipes en détecteur de... Toi, tu gagnes tout de suite. Ça, c'est évident. Ouais, toi, t'es le brevet, on va déposer le brevet, on va essayer d'inventer ça. Ça y est, fortune est faite, camarade. Ce serait un bon nom d'émission, détecteur de sincérité. Ce serait pas mal, ce serait mieux qu'au poste. Et éliminer dès que tu mens, t'es éliminé. Allez, hop, allez dehors, sortez, tapez 1. Ouais, je te jure. Mais en tout cas, merci à toi, David. Merci pour ton travail. Hein. Honnêtement, après, t'es un grand. Arrête, on s'en fout de ça. Non, mais c'est vrai. J'étais à Libé, t'as été à Libé, t'es bon. Et puis, merci aussi aux gens qui ont participé. Franchement, ça me touche aussi beaucoup de voir que voilà, il y
il y a des gens qui participent et tout, et ça fait plaisir de partager ce moment. Merci à toi, Ramsès. Passe une bonne journée. Bonne manif si jamais tu manifestes. Bon. Et puis tout ça, quoi. Moi, je vais rester avec le chat quelques instants. Merci D'accord. beaucoup. Et puis, Merci, David. je suis heureux d'avoir pu discuter avec toi. Le plaisir est partagé. À l'occasion pour un café, grand plaisir. Absolument. Il n'y a pas de... Avec plaisir, franchement, merci infiniment. Moi, j'aimerais bien aller voir Monsieur Martoni avec toi. On y va si tu veux, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Avec sa petite chaîne là, qui dépasse de la chemise, le maire de... Ça me plaît. Bon, allez. Allez. Je t'appelle pour prendre rendez-vous. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Super, David, salut super. l'équipe. À bientôt. Ciao. Salut l'équipe. Ah bah voilà. Ça, on voit le côté swing manager du gars. Salut l'équipe. Et c'est vrai qu'Opos, c'est une équipe. Eurial, Jessie, Robin, Olivier, Nicolas, Pimico. Ah là, sans eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Amis de la police et du café. De la tendresse utopiste, des streams sérieusement libres et des détecteurs de sincérité. Mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Oppost, Rix, ado entre Snapchat et réalité avec Ramsès Kefi. Merci aux immenses modos de la paix et Ed Techno, Eurial, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site oppost.fr, où il est bon de s'abonner et de s'abriter. Merci à Blast, les redoutables Blastos pour le partenariat.